Bonjour la commu, aujourd'hui on va parler performance, on va vous donner tous les secrets pour réussir à créer des contenus qui performent chez Surface et surtout comment on le calcule. On est sur une technique de... Non, on est sur une approche de zéro vanity metrics, on vous raconte tout ça avec les gars. Glenn, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est pour toi la performance des contenus chez Surface et comment on la calcule et comment on l'a pensé C'est un peu l'un de nos gros sujets sur 2025, même si c'est un sujet continu chez nous. On a voulu lui donner plus de clarté, parce que souvent on avait un taux d'engagement qu'on fixait avec une marque, mais on voulait aller au-delà de ça et se fixer aussi des ratios presque qu'un créateur peut aussi se donner. Et on voulait aussi que ça soit un chef de projet, quelqu'un en prod ou en post-prod, puisse le voir facilement. Et donc, comment sur son smartphone, on peut évaluer est-ce que c'est un bon contenu ou pas. Et on a mis une première règle qui est la règle du 1%. Tu dois au moins avoir ton ratio entre tes likes et tes vues. Si tu fais 10 000 vues, tu as au moins 100 likes, etc., etc. Qui te permet d'avoir au moins un premier élément de comparaison. Parce que des fois, tu vois des posts de marques qui ont, je sais pas, 1 million de vues, mais qui vont te faire 500 likes, alors qu'ils auraient dû en faire 1000. Et donc, c'est vraiment cet élément-là pour... ou même 10 000. Ouais. Ouais. C'était pas facile. Exactement. Je me suis dit, non, c'est 1000, c'est 100 000. Et donc, comment on fait, nous aussi, pour avoir des réflexes simples, pour savoir est-ce que notre contenu a performé ou non, parce que on veut pas se cacher chez Tierfest derrière des faux KPI. Et si on mesurait, par exemple, on se dit la perf, c'est le nombre de vues. Si tu as de l'ADS derrière, ça n'a pas de sens. Donc on voulait des chiffres assez simples là-dessus. Et dans ce que vous dites, vous avez la réponse, mais du coup, on se focalise beaucoup plus sur l'engagement que sur des vanity metrics. Aujourd'hui, dans le social media, c'est quoi les metrics, les KPI, etc., qui sont ultra valorisés par les agences, par les marques, par les clients? Le CPM. CPM, couverture, quoi, ouais. ou tu as le nombre d'impressions. Mais c'est des trucs on a fait tant d'impressions. C'est du pay to play, quoi. Okay. Tu sais que si tu payes, tu auras forcément des résultats, puisque... c'est le truc qui est le plus facile à acheter. T'es garanti, entre guillemets, que les algos, que les régies publicitaires, elles vont délivrer derrière. Ouais. Par contre, ce que tu peux pas fabriquer ou acheter, c'est la manière dont c'est reçu par l'audience que tu vas chercher à toucher. Et c'est est-ce que le contenu était suffisamment bon pour provoquer une interaction, pour faire en sorte que les gens aient envie de lâcher un like, un commentaire, un truc comme ça. Ça, pour le coup, tu peux pas si le contenu est pas bon, tu pourras payer tout ce que tu veux, c'est compliqué, quoi. Et vous, à titre perso, je vous dis de sortir un peu de la casquette expert Tierfest, c'est quoi qui vous donne envie d'interagir, d'engager sur un contenu créé par une marque? Moi, j'engage facilement. Je mets le like facile parce que je vois... Ah, t'es un mec facile, toi. je suis un mec hyper facile, Ben. On se voit dans 30 minutes. Non, en gros, moi, ce que j'aime quand je vois une marque, c'est dur, parce que j'ai toujours un peu cette casquette, mais c'est vraiment une marque qui prend les codes des réseaux sociaux et presque qui m'a suscité une certaine émotion. Un rire ou de l'empathie ou quelque chose comme ça. Là, je vais mettre un like, un commentaire et potentiellement, je vais te le repartager. Donc, c'est vraiment ce que j'attends d'une marque et d'un créateur de contenu au sens large, c'est une émotion, quoi. Après, moi, je suis forcément biaisé par ma consommation de contenu qui est plus contenu éducatif, pédagogique. Il est en forme, hein. Ouais. J'ai du mal à suivre, les gars. Je suis encore en convalescence, quand même, je vous le rappelle. Mais moi, c'est plutôt le biais de réciprocité, quoi. Si j'ai l'impression que le créateur de contenu ou la marque, il a été... il a vraiment surdélivré, genre il s'est donné beaucoup de mal pour créer soit un truc très qualitatif, très poussé... et par qualitatif, j'entends pas forcément, c'est pas que une histoire de production value, il y a aussi le soin qui a été mis à l'idée. Enfin, tu vois, c'est plus, j'ai l'engagement qui récompense le travail bien fait, tu vois. Ça, c'est plus moi personnellement. La casquette, ça. Ouais, non, mais mon levier, c'est vraiment ce truc de dire, putain, je vois le taf qui a été fait derrière. Ouais. Ça mérite un like au moins. Tu vois, je partage des trucs comme ça. Ça coûte pas trop cher. Ou alors c'est la valeur que j'en ai retirée à moi, à titre personnel. Ou si je vois un truc de tiens, ça pourrait servir à quelqu'un. Et là, c'est plus, je vais le partager, je vais l'envoyer en direct. Mais ouais, je dirais que c'est un peu les leviers d'engagement que j'ai moi de mon côté. Et vous avez vu une différence aujourd'hui entre
avec, par exemple, je prends l'exemple avec des créateurs et des marques où vous avez un vrai affect, où vous dites, vous les voyez passer dans votre feed ou dans la timeline, etc. Vous dites, bah, tiens, trop cool, j'ai envie de partager, leur donner un peu de force, versus des créateurs que vous venez pouvoir popper, qui vous connaissez pas du tout, où là, vous vous dites, c'est beaucoup plus difficile de mettre un like ou un commentaire, ou pour vous, c'est un peu tout le monde au même niveau. Plus l'inverse. En tout cas, moi, j'ai plus de créateurs qui me suscitent des émotions qu'une marque. Ok. Le nombre de marques où je mets un like est plus faible. Parce que les marques, on en revient, alors je sais pas quand le podcast qu'on a tourné la semaine dernière sortira, mais qui était un peu autour de ce sujet-là. Je trouve que comme les marques suscitent Je trouve que tu changes pas beaucoup cet événement, Glenn. Oui, c'est vrai. Non, j'adore ce hoodie, j'en ai plein en fait, comme ça le matin, je perds pas de temps et j'arrive à 6h. Steve Jobs avec son Exactement. On Souvent, est tous je me trop pareils. compare à Steve en termes d'ego surdimensionné, donc ouais, c'est pareil. Et non, mais en gros, ouais, je trouve que les marques jouent pas encore trop le jeu, donc je mets un like plus difficilement sur une marque parce qu'il y a encore cette barrière-là. Et mine de rien, je vais justement beaucoup plus soutenir un créateur de contenu qui est en train de se lancer, ou même une marque qui m'amène dans son aventure et qui me crée quelque chose, que sur une marque qui me pousse un produit. Parce que là, je vous pose la question, mais du coup, je vous ai posé la question du côté conso. Ouais. Maintenant, côté marque, si vous étiez une marque, comment on peut inciter, comment on peut encourager sa communauté à lâcher son like, son commentaire, son partage, de la pitié Tu supplies. Ouais, mais de quelle manière on peut réussir à faire La pitié, c'est un concours, quoi. Ouais. Non, après, moi, je pense qu'il y a un truc autour de pas succomber à la facilité. Alors, c'est sans doute encore une fois très biaisé par le rapport que j'ai au like, mais tu vois, parce qu'en fait, quand tu as posé la question à Glenn, tu vois, je me disais, qu'est-ce qui fait que moi, un créateur ou une marque que je connais pas, je lâche un like, tu vois, la première fois que je suis exposé à un de leurs contenus, et ben moi, ce serait de me dire, je l'attendais pas là, tu vois. Ok. Genre, Bien joué, quoi. Ouais, bien joué, ou ça a réussi ça m'a interpellé. Alors après, il y a plein de manières de le faire, mais j'aime bien le truc où je me dis putain, c'est smart, c'est clever, c'est inattendu, surtout parce que du contenu, il y en a beaucoup, et que pour moi, je trouve, pour émerger au milieu de tout ça, mais en fait, encore une fois, quand j'essaie, il n'y a pas forcément besoin de réinventer la roue, c'est plus d'aussi être en capacité de se dire comment je vais là où on m'attend pas, ou alors sur un sujet qui est un peu convenu et qui a déjà été traité, qui a déjà été beaucoup traité, comment je le fais pour faire avec un angle différent, ou alors je crée un décalage entre ce que les gens imaginent venant de moi, marque, versus la manière dont je vais leur délivrer. Je ne sais pas s'il sera déjà sorti le contenu, mais un bon exemple de ça, c'est le contenu Savéole dont on parlait cette semaine. Oui. Tu vois, il y a un truc où tu as un pattern celui interrupt. avec Kian pour Armor Delis, là. Celui avec Kian pour Armor Delis, où tu te dis putain, je m'attendais pas à ça de la part d'une marque, tu vois. Et là, je me dis, encore une fois, j'ai envie de récompenser le truc et je me dis, bien joué, putain, smart move, vas-y. En fait, c'est plutôt le bon sujet, traité de la bonne manière, qu'un format, etc. Par exemple, typiquement, si je me rends compte, et je participe à l'échange sans poser de questions, mais je me rends compte aussi, il y a des trucs qui sont assez smart sur la perf, etc. C'est les marques qui vont pas juste se contenter d'un format, ils vont pas se dire putain, j'ai vu telle marque ou tel créateur faire ce format-là, il faut absolument que je le fasse. C'est comment je le traite de la bonne manière en tant que marque, avec le bon sujet, et que la communauté fasse ah putain, c'est pas con. Et je pense que c'est là aussi que ça va pouvoir générer du partage. Parce qu'en fait, souvent, c'était un peu le complément de ce que vous pouviez dire tout à l'heure sur la gestion. En fait, on partage à ses potes, on partage à des contacts, etc. Mais pour plusieurs raisons. Pour dire, tiens, ça peut être utile. Tiens, j'ai vu passer ça, etc. Une info comme un Hugo Décrypte, etc. Mais ça peut être aussi en mode ah bah tiens, ce truc-là est vraiment intéressant, il y a quelque chose d'autre à aller chercher ou creuser. Et en fait, je pense qu'au fond, le point commun entre les différentes façons de partager, et je pense que c'est plus simple avec le partage, c'est il faut que ça génère quelque chose. C'est il faut que ça fasse réfléchir, qu'il y a quelque chose qui se passe. Il faut pas qu'on fasse des trucs plats, et je pense que plus on fait des trucs plats, plus on a tout le monde s'en fout, quoi. Tout le monde s'en moque, et du coup on a juste dépensé du temps et de l'argent pour pas grand chose. Et c'est on en parlait avec toi il y a quelques jours, c'était comment chaque contenu on peut réussir à amener un peu de supplément d'âme pour réussir à faire en sorte que les gens ils se sentent
investis et concernés par le Moi, sujet. je pense qu'il y a un truc aussi qui est de se poser la question systématiquement. Et en fait, dans nos métiers, tu peux vite tomber dans un truc mécanique, tu vois. Nos métiers, ça reste de créer du contenu pour les réseaux. Donc, on crée du contenu pour nos marques, pour qu'elles soient visibles, etc. Mais moi, je trouve qu'un moyen assez simple et qui permet aussi de questionner ça, c'est pourquoi on le crée, ce contenu. Pourquoi celui-là? Est-ce qu'on est les mieux placés pour le faire? Sinon, comment on peut faire pour que ce soit évident que ça vienne de nous? Enfin, tu vois, c'est comment on justifie les choses, pas les faire de manière mécanique c'est pas gratuit, quoi. C'est pas gratuit. Il y a une raison. Si on le fait et si on le fait comme ça, c'est qu'il y a une raison derrière. Et je pense que de forcer entre guillemets aussi des fois nos chefs de projet à expliciter, tu vois, le raisonnement, la motivation sous-jacente, c'est un bon moyen pour moi de conscientiser ce truc, de se dire ok, ça je pense que c'est un bon contenu parce que par rapport à l'univers, à la plateforme de marque, par rapport à cette thématique, ça va apporter quelque chose, au contexte de la plateforme, par rapport aux attentes de notre audience, tu vois. Pourquoi on fait ce truc-là comme ça, tu vois. C'est vrai que tu parles souvent de patterns et systèmes. Je trouve que dans un système qui serait intéressant à intégrer quand tu en parles, c'est genre presque à la fin, quand tu as fini le contenu, de te dire si ce contenu devait être partagé, il serait partagé à qui? Il serait quoi le message qui accompagnerait le partage? S'il y avait un commentaire, ce serait quoi les commentaires qu'il y aurait en dessous de la vidéo? S'il y avait un like, ce serait quoi qui motiverait les gens à liker le contenu? Et je trouve que c'est intéressant de te dire, de te mettre à la place de l'audience. Et si tu réussis pas à répondre à ces questions, c'est-à-dire que ton contenu, il est so-so, quoi. Tu vois, souvent on se pose cette question-là. Est-ce que toi-même tu le partagerais? Tu vois, si tu fais partie de la cible de cette marque, est-ce que tu partagerais ce contenu ou pas, ou tu t'en fous parce que tu l'as fait pour le faire? Et ça, c'est quand tu arrives à le faire sur tous tes contenus, qui est notre challenge, t'as gagné, quoi. Les gars, on parle beaucoup de perf, etc. Mais aujourd'hui, pourquoi on se pose la question que ça devient un sujet aussi important chez Tierfest et pour nos clients? Pourquoi c'est un truc qui revient sur la table constamment? En fait, à chaque fois qu'on fait des points avec des clients, etc., on en parle tout le temps et on est toujours arrivé à ce stade de se dire est-ce que ça a performé? Alors, je pense que pour nous, cette notion de performance, elle est clé parce qu'on pense comme un peu une entreprise. Ta mesure, c'est ton EBITDA. Pour moi, la mesure d'une agence social media, c'est ses perfs sur ses contenus. Donc, si on veut être la meilleure agence social media en France, il faut qu'on ait les meilleurs perfs. Donc, cette obsession, elle est liée à ça. Et par rapport aux clients, c'est vraiment une obsession business. C'est-à-dire, si tu n'as pas d'impact en termes de perfs et avec les bonnes perfs, tu sais que tu auras du mal à avoir un impact business. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se jouent encore au niveau des marques pour réussir à les convaincre de l'impact du social media. Parce qu'elles sont encore en train de... Elles doutent alors que tout le monde les utilise au quotidien. Et donc, comment ça se fait qu'on voit, je sais pas, aujourd'hui, un chanteur explose grâce aux réseaux sociaux, des politiciens sont élus grâce aux réseaux sociaux. Mais pour autant, quand tu es une marque, tu te dis non, j'ai pas l'impression que ça n'a pas d'impact. C'est un impact partout sur toute la société. Mais toi, comme tu joues pas avec les règles du jeu, t'as pas de perf, automatiquement, t'as pas d'impact. Donc, pour moi, je pense qu'il y a un sujet qui est obsessionnel chez nous, mais qui est lié à ça. Comment on fait pour... Il y a un truc qui est marrant dans ce que tu dis, c'est que dans un monde où il n'y aurait pas d'achat média possible pour les marques, comment fonctionneraient les marques? Et je pense qu'elles seraient beaucoup plus encouragées et moteurs sur le côté engagement, like, partage, commentaire. Parce qu'il y a un truc de... Je pense qu'on leur a rajouté une petite béquille, qui est l'achat média. Et du coup, tout le monde s'est dit, allez, c'est beaucoup plus simple. Je mets de l'argent sur la table. Et c'est peut-être pour ça aussi que les DNVB et les marques qui n'ont pas d'argent sont plus intelligentes, marchent mieux, etc. Et quand elles commencent à avoir de l'argent, on en parlait, on disait allez voir, je sais pas, l'Insta de feed, il est éclaté au sol, parce que maintenant ils ont de l'argent, donc ils font des posts sociaux et qui font, maintenant ils cachent leurs likes parce qu'il n'y a plus de likes. Et donc, et en fait... Ça, c'est un bon indicateur. Quand ta marque cache ses likes... c'est pas bon signe. Mais puis même, de toute façon, tu le vois, tu regardes les vues en Reels, tu regardes tout ça, et tu vois. Et donc, c'est dommage, et c'est hyper intéressant de dire ça. C'est-à-dire, si tu es président de la République, c'est-à-dire que ta première action, c'est d'arrêter l'achat média sur les plateformes, et comme ça, on verra qui sont les gagne. Exactement. Qui sont les meilleurs. Non, mais c'est sûr que ça crée un truc hyper biaisé. Et puis moi, j'y crois beaucoup au pouvoir de la contrainte, entre guillemets. C'est ce que tu décrivais là, qui est de se dire... si j'ai pas d'argent, j'ai pas d'autre choix que d'être bon si je veux exister. De toute façon, je peux pas aller en télé, je peux pas faire de print parce que tout ça coûte de la caillasse. Ce que je peux faire, c'est foutre Instagram sur mon téléphone et essayer de comprendre comment je fais pour exister sur ce réseau-là.
Et d'ailleurs, on en a parlé ensemble. C'est un peu ce que tu fais sur ton nouveau compte Insta et tout, cette contrainte. Moi, je trouve ça hyper cool de se dire. Pas d'achat média, quoi. Pas d'achat média. Parce que j'aurais pu vite tomber dedans et me dire, je dois faire grossir le compte de manière complètement organique. Et quand t'as un contenu qui flop, tu te dis, putain, le week-end prochain, j'ai un contenu par week-end, ce qui est moins qu'un créateur de contenu. Comment j'essaye de faire pour qu'il ait un peu d'impact sur une communauté qui n'était pas du tout habituée à de la déco, et donc comment tu fais pour essayer de... Et donc ça, je trouve c'est des réflexions d'un créateur de contenu, quoi. Et je me dis, tu vois, par exemple, j'aime bien le côté un peu pirate de se dire que... Petit piac. Pardon. Qu'on embrasse bien fort. Ouais. L'imitation était parfaite. Ouais, j'ai essayé. Je l'ai beaucoup bossé. Tu sais que c'était une Bigouden qui faisait la pub. Exactement. Je la croisais de temps en temps. Ok. Elle est décédée. Ouais. On va faire une petite minute de silence. RIP. C'est sûr que j'avais besoin du coup de temps pour finir le podcast. Il faut que j'atteigne 30 minutes du coup. Donc, on va parler de l'histoire de cette Bigouden. J'essaie de combler un peu de temps en temps. Pirate. J'aime bien le côté pirate de se dire que en fait, tu as deux options si tu es une marque et tu n'avais pas d'achat média. C'est créer du volume ou de la qualité. Et en fait, je pense que si tu étais une marque, tu veux faire là, les impressions, tu sors 4-5 vidéos par jour et tu bourrines le truc et forcément tu atteins ce résultat. Et puis le pire, c'est que tu n'es pas à l'abri que dans l'eau, il y en a une qui marche. Ça perd, Exactement. Et du coup, je me suis dit, typiquement, c'est ce truc que moi je ferais en premier, tu vois. Je ferais le bourrin de fou, je prendrais tous les effets CapCut qui existent, etc. Et je ferais le truc au max du max. Peut-être la communauté serait pas la plus heureuse, mais en tout cas, j'aurais de l'impression. Mais du coup, finalement, tu crées pas de communauté et ta marque, elle aura peu d'impact ou peu de poids, ou si bien les gens te suivront juste pour ça. C'est pour ça que la manière dont tu définis la performance, c'est un sujet qui est hyper important. C'est pas à tout prix, quoi. C'est pas à tout prix. Et qu'est-ce qu'on met derrière ce mot aussi, quoi. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est sûr que tu le vois, tu réfléchis pas de la même façon, quoi. De la manière que tu vas avoir de construire ton contenu, le message que tu vas faire passer. En fait, moi, ce que j'aime bien là-dedans, dans le fait d'en avoir fait une considération centrale chez nous, c'est aussi que ça nous donne une boussole qui est claire et un cadre dans lequel on va venir jouer. Et après, il y a cette contrainte qui est posée de se dire, on doit faire quelque chose qui performe. On a presque un peu comme des cercles concentriques. On a un deuxième cercle qui est le territoire d'expression de la marque, donc qu'est-ce que la marque nous permet. Et au milieu de tout ça, on va trouver notre terrain de jeu et comment on fait pour composer avec ces deux contraintes-là qui sont, faut qu'on respecte le territoire d'expression de la marque et il faut qu'on se fixe pour objectif d'aller faire des trucs qui performent. Qu'est-ce qui nous reste quand on a mis tout ça dans la casserole? Qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qui nous reste, quoi. Et je trouve que ça crée un cadre qui est pour moi assez clair et qui aide à aiguiller la réflexion, quoi. Et qui offre pas mal de liberté aussi, donc on a un bon terrain de jeu. Et après, je pense que la deuxième chose que je mettrais en place si j'étais une marque sans achat média, ce serait de bosser avec Tierfest, c'est sûr. mais pas sans budget, par contre. Sans budget achat média. On a dit pas d'achat média. Pour le reste, gros sono. Gros sono. Mais par contre, ce que j'aimerais bien tester, c'est comment on fait pour réussir du coup à être visible par les bonnes personnes, etc. Et je pense que j'essaierai d'hacker au maximum et comme on l'a fait avec les jeux concours et les co-brands, c'est de s'appuyer sur des communautés qui existent déjà pour réussir à émerger et être visible. Parce qu'en fait, je pense que le plus compliqué pour une marque, et on le voit, c'est pas forcément dépendant des contenus, c'est dépendant d'être vu par les bonnes personnes et que ces personnes-là après soient engagées. Et du coup, j'irai chercher les audiences qui sont les plus engagées. Je verrai comment je fais en sorte de réussir à créer du contenu avec elles, interagir avec eux en commentaire, etc. Mon objectif sera de me faire des potes. Et du coup, en fait, progressivement réussir à aspirer une communauté et faire en sorte de la chouchouter. Ou en fait, une fois, dès qu'il y a des personnes qui viennent me voir, j'ai pas envie de les laisser partir. Et c'est comme ça que je créerai une marque hyper puissante sur les réseaux, en plus d'avoir un super produit. Mais je pense que du coup, il n'y aurait pas le choix de trouver une astuce un peu marrante. Parce que tu l'as très bien dit tout à l'heure, on ne va pas suivre des marques volontairement. Il y a peu de personnes qui se disent sur mon compte Insta, j'ai envie de suivre une marque sur les réseaux. Sauf s'il y a du divertissement, sauf s'il y a un avantage. En fait, c'est encore plus difficile sur des marques de l'agroalimentaire. Tu vois, des fois sur une marque de mode, sur une marque de déco, des choses comme ça qui sont un peu plus inspirationnelles de base. Comment on fait nous sur c'est plus difficile. Ouais. Donc, cet épisode était incroyable. Il a duré 21 minutes. de pur bonheur. 21 minutes de pur bonheur. Si t'as trouvé aussi cet épisode ultra poussif, n'hésite pas à le mettre en commentaire et nous donner des idées pour les prochains épisodes. Pour qu'il soit moins poussif. Dormez les gars.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas du coup à lâcher un petit commentaire et un sujet pour un prochain épisode. Les gars, on sera ravis de vous répondre du coup à vos commentaires. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite. Ciao, ciao. Et like le podcast sur Apple Podcasts, Spotify et tous les autres plateformes. Allez, ciao, ciao.